Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Cette semaine, notre question, savez-vous quoi faire pour réduire vos risques de COVID sévère? Ça doit être encore un autre vaccin. Il y en a un autre sur le marché, fait que peut-être qu'en prenant celui-là, ça va aller mieux. Bien, je dirais renforcer mon système immunitaire par tous les moyens possibles et pour lesquels je suis confortable d'adhérer. Bien, je pense que c'est les règles sanitaires de base, là. Puis c'est sûr que ceux qui ont déjà des problèmes respiratoires de base, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent encore plus attention. Si tu as les bonnes vitamines, les bonnes protéines, puis tout, c'est sûr que c'est plus facile à combattre le virus. Bien, moi, je suis chanceux, j'ai rien pogné, j'ai mis 4 vaccins. Puis c'est de se protéger, se laver les mains, puis que le monde se protège. C'est le seul moyen qu'on peut faire. Un bien-être alimentaire, un bien-être physique, c'est toujours gagnant. Une personne qui est en santé a moins de risques de le développer. Se laver les mains, c'est toujours une règle d'hygiène de base. Éviter les endroits publics où il y a beaucoup de proximité, ça aussi. Puis la vaccination, c'est ça, moi, j'y crois. Je ne crois même pas à la COVID. Pour lancer le sujet en fait de cette semaine, j'ai choisi de vous présenter 3 études qui nous font réfléchir sur ce qui a été véhiculé comme information durant la pandémie, mais surtout ce qui aurait pu être véhiculé comme information pour essayer de vous aider. Une première étude dans 6 pays, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, 2884 agents de santé, où on a noté en fait qu'une alimentation riche en végétaux réduisait de 73 % les chances de développer la COVID sévère à modérée. Donc, une deuxième étude qui porte maintenant sur les oméga-3, on parle de l'effet des niveaux d'oméga-3 dans les gens qui ont contracté la COVID. Dans le fond, ici, on a observé le risque relatif de décès, donc on parle carrément de décès, qui était 4 fois plus élevé chez les gens qui avaient des niveaux d'oméga-3 faibles. Donc, les oméga-3 auraient un impact à réduire les risques donc, de COVID sévère, bien sûr, si c'est en réduit du même coup les risques de décès. Et une troisième étude fort intéressante, qui est probablement la plus importante, au niveau de la vitamine D. Donc, on a parlé beaucoup de la vitamine D dans le cas de la pandémie. On sait, en fait, en tant que tel, que les gens qui avaient des très faibles niveaux de vitamine D avaient 14 fois plus de chances de développer la COVID sévère à modérée. Et dans la population en question, on a noté aussi chez les gens qui ont des faibles niveaux de vitamine D, 10 fois plus de chances de décès si jamais ils développent aussi la COVID sévère. Donc, la vitamine D a réellement un très, très gros impact pour réduire les risques de COVID sévère. Donc, maintenant, comme à l'habitude, nous allons débuter avec Dr Anne-Isabelle Dionne, notre médecin de l'émission. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour. Donc, les façons de réduire nos risques de développer la COVID sévère. Qu'est-ce qu'en pense notre médecin? En fait, mon rôle prioritaire comme médecin de famille, c'est naturellement de renforcer les conseils que la santé publique nous recommande auprès de la population. Par contre, il y a un élément qui n'a pas, à mon avis, été assez bien discuté, soit l'importance de la santé cardio-métabolique de la population en lien avec le risque de souffrir de la COVID sévère. Je prends simplement les chiffres de l'INSPQ. On établit que... On peut peut-être le mentionner ici, Institut national de la santé publique du Québec. Bien sûr. Alors, je ne connaîtrais pas l'acronyme, mais continue. 98 % des décès liés à la COVID sont arrivés chez des gens qui avaient des comorbidités, c'est-à-dire diabète, hypertension, cholestérol, obésité, problèmes de santé, cancer ou autres, là. Alors, ça fait en sorte que seulement 2 % des décès sont arrivés chez des individus qu'on considérait sains, étant absence de diagnostic de santé. Par contre, il faut faire attention. L'absence de diagnostic
ne veut pas dire être en bonne santé. Hein? Donc, on a vu fréquemment je vais prendre par exemple un homme, parce que souvent les hommes consultent un peu moins que les femmes pour des problématiques de santé préventive. Un homme de 40 ans qui est prédiabétique, hypertendu, puis qui ne le sait pas parce qu'il n'a pas vu un médecin depuis 20 ans, bien, il cadre quand même dans la classe aucune condition ou comorbidité, mais il est quand même malade sur le plan cardio-métabolique. Je cite une étude très souvent dans le domaine de la santé cardio-métabolique, une étude américaine qui démontre qu'environ 88 de la population a une mauvaise santé métabolique. Donc, c'est 88 de la population qui est plus à risque de développer la COVID sévère. Tout à fait. C'est exactement ça qu'on veut dire. Oui. 12 de la population seulement semble avoir une excellente santé métabolique, rien à dire. Et dans ce 88 %-là, on parle de patients qui ont un surplus de poids dans le bedon, là, à la ceinture là, abdominale, du gras viscéral. On parle de gens qui ont un problème de cholestérol, des personnes qui ont un prédiabète, intolérance au glucose, la résistance à l'insuline, une pression artérielle un petit peu augmentée, sans nécessairement être dans le diagnostic d'hypertension, de diabète, mais préhypertension, prédiabète, c'est aussi considéré comme une mauvaise santé métabolique. Mais pourquoi ça augmente les risques de COVID sévère? En fait, toutes ces maladies-là ont un point en commun qui est l'inflammation systémique. Alors, le fait d'avoir un peu de gras, de manger beaucoup d'aliments transformés, de manger beaucoup de sucre aussi, ça déclenche un processus qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Alors, plus on prend du sucre, plus on s'alimente en glucides, plus on prend du poids, plus notre pancréas doit sécréter de l'insuline pour faire entrer le sucre qu'on ingère dans les cellules. Et à force d'être soumis à ce processus-là, les cellules vont en avoir assez puis vont développer ce qu'on appelle une résistance, vont bloquer l'entrée du sucre à l'intérieur de la cellule. Et la glycémie va avoir tendance à monter. Le pancréas doit forcer encore plus en sécrétant beaucoup plus d'insuline pour faire son même travail. Et ce phénomène-là, à lui seul, peut engendrer beaucoup d'inflammation systémique et favoriser le gain de poids, surtout dans la région viscérale, dans le ventre. Et le gras qui s'accumule là a des qualités très, très inflammatoires. Donc, il y a beaucoup de molécules. A un impact avec la COVID absolument, sévère. Absolument. Donc, c'est un processus inflammatoire, tout à fait, tout à fait. En fait, la COVID sévère qui va créer ce qu'on appelle la tempête de cytokines avec une atteinte multiorganique, c'est un mécanisme inflammatoire. Donc, quand on a déjà un seuil inflammatoire très élevé, parce que de par nos habitudes de vie ou nos comportements, bien, il suffit de faire une petite pichenote pour que toute l'inflammation qui est déjà présente flambe une petite affaire puis que ça crée des dommages irréversibles aux organes. Et je dois dire que j'ai moi-même travaillé aux soins intensifs pendant la pandémie. Alors, j'en ai vu abondamment des gens qui souffraient de la COVID, qui étaient intubés, qui sont malheureusement décédés pour certains. Et je peux vous dire que même si on affirme que les gens étaient jeunes en bonne santé pour certains, bien, la santé métabolique n'était pas toujours là. Hein. C'était des gens qui avaient souvent de l'obésité abdominale, qui se présentaient avec des paramètres métaboliques fortement perturbés, mais qui n'avaient justement pas de diagnostic dans leur dossier, mais qui avaient tous les raisons de développer vraiment une réaction inflammatoire exagérée. J'ajoute aussi que la génétique engendre aussi un risque accru de développer des réactions inflammatoires exagérées. Par contre, on sait maintenant qu'on peut moduler l'expression génétique avec les comportements de vie, donc naturellement d'avoir une alimentation faible en glucides, gérer son stress, bien dormir, bouger à tous les jours est suffisant pour diminuer le risque d'avoir des gènes de mauvaise qualité dans cette réaction inflammatoire-là. Ah, bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bienvenue. En fait, j'en retiens que pour prévenir la COVID sévère, on aurait dû parler de santé métabolique. Tout à fait. En fait, on n'en a pas parlé en lien avec la pandémie, mais on aurait dû parler de santé métabolique, on aurait dû expliquer à la population qu'est-ce que c'est. Absolument. Merci beaucoup, en fait, d'avoir pris le temps de nous l'expliquer. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'en pense notre pharmacien de l'émission, M. André Perrault. Bonjour, André. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle des risques de développer la COVID sévère. Anne-Isabelle, tout à l'heure, nous a parlé de l'importance de la santé métabolique dans les risques de développer la COVID sévère, mais il y a beaucoup de facteurs de risque. Oui, puis j'étais quand même content de trouver un document qui était un petit peu pratiquement déjà tout prêt. Alors, le gouvernement du Canada, sur le site de Santé Canada, a produit un document dont le titre, c'est pratiquement exactement ta question. Le titre, c'est « Personnes susceptibles de présenter une forme grave de la maladie ou des complications si elles contractent la COVID ». Donc, on s'entend, c'est exactement ça. Eux autres, ils ont une façon de la présenter qui est en 3 étapes, si on peut dire. D'abord, il y a des personnes qui sont à risque. Par exemple, les femmes enceintes,
Par exemple, les gens qui sont obèses, par exemple, les gens qui n'ont pas de vaccination, par exemple, les gens qui sont atteints du syndrome de Down, qui est la trisomie 21. On parle des gens de plus de 60 ans et on parle surtout des gens qui ont des maladies chroniques. Alors là-dedans, on embarque évidemment des maladies démence, diabète, maladies cardiaques, hypertension artérielle, maladies rénales, maladies du foie, maladies pulmonaires, des gens qui ont eu des AVC. Autrement dit, quand on regarde, il y a des personnes là, qui ont des situations de santé qu'au départ, ces personnes-là sont plus à risque. Puis c'est sûr que la majorité de ces facteurs-là, on ne peut pas contrôler son âge, on ne peut pas contrôler certaines maladies. Mais moi, comme pharmacien, je dis au moins les gens qui ont des maladies chroniques, contrôlez-les. Si vous êtes asthmatique, soyez sûr de prendre vos pompes correctement. Si vous êtes hypertendu, prenez vos médicaments. Si vous êtes diabétique, assurez-vous de contrôler votre glycémie. La deuxième catégorie, c'est selon le milieu ou l'activité qu'ils disent. Bon, alors, si vous vous tenez dans des endroits où il y a, par exemple, des spectacles, ou à côté de vous, à peu de distance, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui chantent. On se souvient que le karaoké a été défendu à un moment donné. Vous augmentez évidemment votre risque aussi. On parle des risques de propagation en tant que tel. Oui, mais ça fait partie du risque situationnel, c'est ça. Puis, le troisième aspect, il base ça un peu sur le respect des grandes mesures de santé publique qu'on a connues. Alors, les gens qui ne respecteraient pas, par exemple, qui portent le masque, mais qui ne le portent pas bien, moi, combien j'ai vu de personnes dans l'entrée dans ma pharmacie, là, avec le masque ici, puis le nez n'était pas couvert, par exemple. On voyait ça souvent. Les gens qui ne respectaient pas la distanciation, surtout au début, évidemment, les fameux 2 mètres, 15 minutes. Lavage de mains, les endroits qui ne sont pas bien ventilés. On a inclus là-dedans les gens qui prenaient le risque d'aller chez quelqu'un qui avait des symptômes, qui disait « Ah, j'ai mal à la gorge, mais bon, etc. Je vais y aller quand même. » C'est probablement le plus important, en fait. Oui, oui. Et même, dans certains cas, des gens qui ont été carrément diagnostiqués COVID, puis il y a des gens qui disent « Ah, je vais y aller quand même. » Oui, c'est ça. Là, on a le contraire aussi. On a des porteurs de la COVID qui se promenaient, en fait, puis prenaient le risque de contaminer d'autres personnes. Exactement. Fait que j'ai trouvé que cette façon de subdiviser selon la personne, selon les activités et selon le respect des normes de santé publique qui étaient reconnues, c'est une bonne façon de dire que les plus gros facteurs de risque étaient là. Moi, dans ma pratique, puis dans certaines recherches que j'ai faites, j'en ai trouvé un autre de plus. C'était, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la COVID et qui n'ont pas ralenti leurs activités, qui ont dit « Oh, j'ai la COVID, je teste positif, mais bon. » C'est parce qu'on sait que pour la majorité des gens, la COVID ne va pas amener beaucoup de symptômes. Donc, là, il y a des gens qui pourraient prendre ça un peu à la légère, dire c'est comme un rhume, puis il n'y a pas de danger, puis c'est ça. C'est ça. Ça reste quand même que les gens qui l'attrapent ne surestimez pas, dire, prenez du repos quand même, essayez de diminuer vos activités, autant les efforts physiques que mentaux, vous permettre de récupérer un petit peu mieux. Puis c'est clair qu'en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas pris de risque. Quand la COVID est arrivée, bien, j'ai commencé à supplémenter au niveau de la vitamine D en particulier. Puis moi, dans mon cas, j'ai pris la bonne dose de zinc qui était adéquate, puis un petit peu de sélénium. C'est des éléments qui étaient faciles, puis personne n'a pensé à suggérer ça au public. Non, donc c'est fort intéressant, en fait, André. Donc, tu nous rapportes, en fait, qu'il y a des facteurs de risque, il y en avait selon différents critères. Donc, la personne, la maladie avant tout, le milieu, le respect aussi. Des mesures. En tant que tel, tu nous fais mention aussi d'une étude qui a été publiée, puis là, on parlait vraiment d'une étude, qui a montré que les gens qui ne faisaient pas attention aux efforts, ceux qui étaient porteurs de la COVID, de faire attention à ne pas trop faire d'efforts, de prendre le temps de tout simplement, à ce que tout rentre dans l'ordre, à ce qu'on guérisse tout simplement de la COVID, pour ne pas risquer que ça s'empire. Ouais. Et finalement, tu nous soulignes, ça c'est très intéressant, je veux le mentionner, que comme pharmacien, tu as décidé toi-même de prendre des suppléments, même si on n'en a pas parlé durant la pandémie. Non. Parce que tu jugeais que ça allait réduire tes risques. Effectivement. Bien, merci beaucoup, en fait, d'en avoir parlé avec nous. C'est toujours un très, très grand plaisir. Et allons voir, parlant de suppléments, justement, qu'est-ce qu'en pense notre naturopathe agréé, Dino Alicas. Bonjour, Dino. Bonjour, Éric. Donc, pour cette dernière émission de la saison, on parle des risques de développer la COVID sévère. Donc, on en a beaucoup parlé avec Dr Anne-Isabelle Dionne tout à l'heure, avec André, notre pharmacien. Ils ont tous les deux parlé de l'impact de la santé métabolique, des facteurs de risque, mais dans tout ça, on n'a pas parlé des saines habitudes de vie. Bien, en fait, ça allait de soi un peu.
pour nous, bien, moi, comme naturopathe agréé, c'est sûr que c'est pas juste pour la COVID. Ça fait 30 ans que je dis aux gens, si vous voulez être moins malade lorsque vous attrapez une infection, parce que ça existe, hein, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui décèdent chaque année de la grippe depuis très longtemps. La COVID, c'est un autre virus, c'est différent, mais c'est un peu la même chose, le même constat. Raison. Au Canada, c'était un peu plus de 3500 personnes par hiver qui mouraient. Entre 3 et 5 000 à peu près au Canada qui mouraient de la grippe. Et c'est à peu près le même profil. Des gens âgés, plutôt malades, avec beaucoup de comorbidités, donc des maladies associées qui augmentent leur risque de faire une réaction immunitaire plus sévère. Un peu comme Anne-Isabelle l'a expliqué là, tout à C'est l'heure. très, très important que tu le mentionnes, en fait, parce que c'est vrai que c'est important de garder à l'idée que peu importe ce qu'on attrape, il y a toujours un risque que ça dégénère. C'est juste que là, avec la COVID, ça a été mis très, très en lumière. Mais on sait très bien que ce qui risque de nous emmener vers une COVID sévère, c'est les mêmes facteurs de risque qui risqueraient de compliquer, en fait, notre pneumonie. N'importe quelle infection. Tout à fait, exactement. Puis en fait, encore plus important, c'est que les médias ont beaucoup aidé à sensibiliser les gens aux mesures à prendre pour prévenir d'attraper la COVID, mais ont en même temps créé un sentiment de peur, de stress, d'anxiété. Puis il y a une étude qui a été publiée par le CDC américain, qui est le Center for Disease Control, entre autres. Ils ont étudié 800 hôpitaux pour voir justement qu'est-ce qui étaient les cofacteurs qui aggravaient la COVID ou même qui entraînait la mort. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que le deuxième facteur le plus important après l'obésité, c'est la peur et l'anxiété. Donc, en voulant aider les gens, puis je lance la pierre à personne, on a aussi créé beaucoup de peur et d'anxiété et probablement aggravé peut-être, si on veut, les pronostics ou en tout cas les résultats. Cela dit, de notre côté, c'est toujours la même chose. Au niveau naturopathique, l'approche, c'est soyons le plus en santé possible, santé cardio-métabolique, Anne-Isabelle en a beaucoup parlé, pour éviter d'avoir une réaction exagérée à n'importe quelle infection. Hein. Soyons clairs, là, la COVID, effectivement, avait un profil, mais je pense que c'est juste parce qu'on en a tellement parlé que là, les gens ont été comme sensibilisés d'un coup sec. Oui, mais j'aimerais faire un petit peu de pouce, comme on dit en bon français, sur ce que tu viens de mentionner sur la peur. En fait, juste insister une petite affaire, parce qu'on a mentionné durant l'émission sur la dépression, que pendant la pandémie, on a vécu une augmentation de l'usage des antidépresseurs au Québec qui est plus importante que durant les 15 dernières années. C'est énorme. Et pourquoi, en tant que tel? Bien, c'était exactement la résultante du stress chronique que les gens ont vécu. Puis là, il faut garder à l'idée que malheureusement, cette pression-là sur notre stress chronique a réduit l'efficacité de notre système immunitaire. Bien, clairement, c'est ça. En fait, le processus inflammatoire de l'anxiété, de la dépression, on en a parlé durant la saison, amène une inflammation systémique qui nous prédispose à avoir une problématique. Maintenant, il y a en naturopathie des plantes, il y a des produits qui peuvent avoir un impact non seulement sur l'immunité, mais on a aussi certains produits qui peuvent avoir un impact antiviral, ce qui existe à peu près pas au niveau médicaments. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments antiviraux qu'il faut prendre très, très au début de l'infection, mais qui ne sont pas toujours très efficaces en général. Mais il y a des plantes, je pense au sureau, par exemple, le sureau noir, qui est une baie, un fruit qui pousse surtout en Europe, mais on en a même au Québec, a des propriétés intéressantes antivirales parce qu'il inhibe la capacité des virus de s'attacher aux cellules et donc, automatiquement, on empêche la réplication. Sauf qu'encore une fois, il faut le prendre au début de l'infection. Ça fait partie des plantes qu'en naturopathie, on peut utiliser. L'échinacée est bien connue. Je dirais, le plus important peut-être, c'est les nutriments. Les autres en ont parlé un peu, mais la vitamine D, le zinc, c'est incroyable. Puis il y a des études qui l'ont bien montré, là, que les gens qui avaient un taux de vitamine D plus bas étaient beaucoup plus susceptibles de faire une COVID sévère que les autres. Ça fait que je pense qu'on les a, les éléments. Il s'agit tout simplement d'en discuter, d'en parler, puis de prévenir, parce que c'est pas fini, en tout cas, pour le moment. Non, effectivement, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais merci beaucoup. Je peux peut-être mentionner, même pour aller dans le même sens que ce que tu disais, que sans oublier qu'en 2015, la prix Nobel de médecine, en 2015, en fait, a reçu le prix, en fait, pour un antiviral qui venait d'une plante de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ce que tu nous dis est tout à fait vrai. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dino. Donc, aujourd'hui, notre expert invité pour parler des risques de développer la COVID sévère, un médecin très connu, Dr Gaétan Brouillard. Bonjour Gaétan. Bonjour Éric. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir nous voir à l'émission une deuxième fois.
aujourd'hui pour parler de ce que l'on peut faire pour se protéger, réduire nos risques, en fait, de la COVID sévère. Oui. Donc, on commence par quoi? Bien, il faut bien réaliser que la COVID sévère n'est pas omniprésente. Hein? Ce n'est pas tous les gens qui la développent, c'est un petit pourcentage. Et parmi ce pourcentage-là, le maximum, c'est 99 des gens qui ont déjà une morbidité, qui ont déjà une maladie, qui risquent de le développer. Alors que c'est très, très rare pour une personne qui est en bonne santé, qui a une bonne hygiène de vie, etc., d'avoir un COVID sévère en bout de ligne. C'est vrai, la très, très minorité. Donc, avant tout, on aurait dû dire à la population, on aurait dû dire ça à la population, justement, que les gens à risque, c'est ceux qui ont déjà une maladie chronique. Puis si vous voulez réduire vos risques, avant tout, soyez en santé. Oui, absolument. C'est le premier message. On en a parlé justement avec nos experts. C'est pas juste une question d'âge. C'est pas vrai que parce qu'on est juste âgé qu'on va faire développer un COVID sévère non plus. Parce qu'il y a des gens âgés que je connais qui sont en excellente santé parce qu'ils s'alimentent bien, ils gèrent leur stress, ils font de l'exercice. Tellement important. Que ce soit pour le COVID ou que ce soit pour l'influenza ou n'importe quelle autre maladie virale, c'est toujours une question de notre système immunitaire. Donc, comment on peut réagir de façon positive et fonctionnelle avec un bon système immunitaire? Bien, c'est encore une bonne hygiène de vie. On ne s'en sort pas. Ce n'est pas les médicaments là, qui agissent. C'est vraiment qu'est-ce qu'on se fait, qu'est-ce qu'on fait pour se responsabiliser pour justement garder ce côté immunologique en bonne condition. Il peut y avoir une place pour les suppléments. Je pense que tu en as toi-même pris. Oui, j'en ai parlé abondamment. Tu sais, on parle de pandémie, là, mais la vraie pandémie qui existe depuis des années, c'est le manque de vitamine D. Ouais. C'est pas 10 études, c'est des milliers d'études qui disent que la vitamine D est insuffisante chez la plupart des gens, 80 des gens. Oui, effectivement. Et là, si on va totalement ailleurs, je sais aussi qu'on en a déjà parlé ensemble, la peur, ça a été un problème dans le cas de la pandémie. Ça a été un gros problème, puis ça a augmenté aussi les risques de COVID sévère. Tout à fait, tout à fait. COVID sévère et j'ai vu une grosse étude justement qui est sortie il y a quelques semaines, je pense, de Harvard, où 45 000 personnes ont participé, donc depuis 2 ans. 45 000. 45 000. Et donc, c'est sur le COVID là, qu'on a parlé. Okay. Et ils ont réalisé que les gens qui étaient dans des situations de détresse psychologique, que ce soit par la peur, la dépression, le confinement, etc., ces gens-là étaient susceptibles de développer ce qu'on appelle le COVID long. C'est-à-dire que ces gens-là, pour 30 de cette population, sont encore plus à risque de développer un COVID long, c'est-à-dire avec des symptômes qui vont durer des mois, des années aussi. Donc, c'est tellement important, cette relation psychologique. Puis malheureusement, on a joué trop sur ce bouton, à mon avis, de la peur constamment. Mais moi, je sollicite les gens d'essayer d'arrêter d'avoir peur. Faites confiance. Arrangez-vous pour faire une bonne hygiène de vie pour que, justement, vous soyez équipés pour faire face à un virus quelconque. C'est qu'en fait, c'est la solution pour baisser la peur puis baisser notre stress, c'est de reprendre en main nous autres mêmes ce que l'on peut faire pour se protéger, puis c'est d'appliquer, comme on a parlé avec nos experts aujourd'hui, les saines habitudes de vie, toutes les facettes qui peuvent augmenter l'efficacité de notre système immunitaire. Tout à fait. Donc, de facto, réduire nos risques de l'attraper, mais réduire nos risques aussi d'avoir soit la COVID sévère ou soit la COVID longue. Oui. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est fondamental, toute cette notion de stress psychologique, parce qu'à partir du moment où on vit ça, on a vu qu'est-ce que ça a donné, c'est que les gens consomment plus de tranquillisants, d'antidépresseurs, etc. Et là, il y a un effet rebond qui s'en va aussi sur notre système immunitaire, qui fait que trop de médicaments vont faire en sorte que notre système immunitaire va défaillir. Mais juste le fait d'être déprimé aussi, on déprime notre système immunitaire constamment. Et donc, la joie de vivre est tellement importante, même si on traverse des périodes difficiles avec ce qu'on a vu. Puis peut-être qu'il va en avoir d'autres encore, mais j'espère que ce qui va arriver pour le futur, bien justement, on va avoir connu qu'est-ce que c'est là et prendre des mesures pour qu'on change simplement des habitudes pour des bonnes habitudes de vie. Espérons, en fait, qu'on va en tirer une certaine leçon. Oui. Hein, qu'on va être capable, justement, de développer de la résilience, mais aussi de mieux outiller la population. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un plaisir, en fait, comme à l'habitude. Merci pour vos interventions. Donc comme à l'habitude, en fait, on passe à la conclusion avec nos 3 experts permanents. Donc, en conclusion, avec nos experts, mais quelle opportunité manquée de ne pas avoir tiré profit de la pandémie pour souligner l'importance d'être en santé. On vient de parler de tous les facteurs de risque, finalement, de développer la COVID sévère.
finalement, le grand message aurait pu être que c'est important de rester en santé. Tout à fait. On voit l'importance de la qualité de la santé cardio-métabolique dans la façon dont on peut réagir à la COVID pour ne pas développer une forme sévère de cette infection-là. Puis c'est applicable, en fait, pour tous les virus saisonniers qu'on côtoie, finalement, à toutes les années. Là. Ah oui, alors, la santé, rappeler, tout à fait, la santé du système immunitaire est fortement impactée par nos habitudes de vie, là, nutritionnelles, la façon dont on bouge au quotidien, la façon dont on gère notre stress, qu'on dort. Alors, c'est important d'y apporter une attention particulière. Je suis sûre que mes collègues sont d'accord avec ça. Hein? Ah oui, tout à fait. En fait, la COVID, c'est un des virus respiratoires qu'on a. Il y en a d'autres. On va probablement en avoir d'autres. Il faut apprendre un peu à vivre avec. Puis clairement, si on avait... Là, on l'a appris avec la COVID encore plus, mais si on avait prévenu, on avait assuré notre bonne santé, qu'on s'était pris individuellement en charge, probablement que certaines personnes qui ont subi une COVID sévère ça aurait été moins pire, en fait. Donc, bien dormir, c'est pas si facile à faire, mais c'est quand même pas si compliqué non plus, dans le sens où il y a plein de trucs. La gestion du stress, c'est là que c'est important de rencontrer des gens qui se connaissent un peu là-dedans et qui arrivent à faire. J'imagine qu'il y a quand même des médicaments, des choses qui ont été développées là, au fil du temps. Effectivement, ce qu'il ne faudrait peut-être pas oublier de mentionner, c'est qu'il y a un médicament qui s'appelle Paxlovid qui est disponible et qui, chez les gens qui sont plus à risque, là, le comportement des gens devrait être le suivant. Si vous testez positif à la COVID et que vous êtes une personne qui a des problèmes de santé, donc hypertension, diabète, etc., contactez votre pharmacie parce que ce médicament-là est disponible, peut être donné par les pharmaciens à condition que vous remplissiez les critères. Et évidemment, ça va raccourcir la durée et ça va donner un coup de pouce à votre système immunitaire si vous êtes à risque. Donc, informez-vous auprès de votre pharmacien. En plus de s'assurer d'avoir suffisamment de vitamine D. Pendant l'hiver, c'est pas pour rien qu'il y en a plus de ces infections-là. On est moins exposé au soleil, donc supplémentation, puis il y a peut-être d'autres choses aussi. Donc, merci à nos experts. Merci beaucoup à Anne-Isabelle d'avoir été avec nous. Dino, ce fut vraiment un plaisir. Merci de nous avoir fait connaître la naturopathie. Merci beaucoup, André, pour tous tes conseils, toutes tes informations. Et merci à vous à la maison d'avoir été avec nous toute la saison pour parler de la santé intégrative. Je vous invite encore, bien sûr, à en parler avec vos amis, vos collègues de travail, les gens de la famille. Et sur ça, je vous souhaite bonne santé intégrative à tous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.